Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Panier, le premier podcast e-commerce en France que j'anime maintenant depuis de nombreuses années, dans lequel je reçois des commerçants, des commerçantes, des e-commerçantes qui viennent me raconter leurs bonnes expériences, leurs apprentissages, leurs insights pour vendre mieux et plus en ligne. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa, cabinet de conseil en strat digital, avec une mission simple, aider les marques à bien se raconter pour mieux vendre à travers du branding, de l'activation digitale et des refonte et replatforming e-commerce. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Graziella Kaufer, qui est directrice de l'expérience omnicanal chez Courir. Salut Graziella, ça va ? Ça va et toi ? Est-ce que ma prononciation est bonne d'ailleurs ? Graziella, oui. Hein. Graziella. Il y en a qui mettent un D, sans D. Graziella. On s'est croisés au One-to-One Biarritz, le One-to-One de l'expérience client Data et CRM, organisé par Sonia Mamin et son incroyable équipe. Et ça faisait longtemps que je m'étais dit, tiens, ce serait intéressant de creuser le sujet de la sneaker. Je l'ai creusé avec des plus petits acteurs ou des acteurs digital natives. Je me suis dit que ce serait intéressant de creuser le sujet avec toi et je t'ai invité. Et nous voilà, quelques mois plus tard quand même, on est début décembre, pour aborder ce sujet passionnant sur un marché. On en parlera un petit peu, mais selon ChatGPT en tout cas et ses recherches, sur un marché en croissance perpétuelle, même si elle se tasse un peu, la croissance ralentit, c'est un marché qui croît depuis longtemps, continue de croître. Vous êtes un acteur historique, créé en 1980, racheté à plusieurs reprises, notamment par JD Group l'année dernière, en 2024. Mais surtout avec plus de 300 points de vente en Europe, 260 en France, presque tous intégrés, sauf une soixantaine d'affiliés. Près de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, dont 18% en ligne, avec pour toi une responsabilité hyper intéressante qui est de gérer cette expérience omnicanal pour l'utilisateur, du web au magasin évidemment, à travers les pays. Tu as aussi mis en place un programme, ou une mise à jour du programme My Courir l'année dernière dont on parlera, le programme de feed qui a permis d'augmenter l'identification des clients en magasin. Exactement. C'est un sujet crucial en retail évidemment. On parlera aussi d'international. On fera un petit pas de côté sur le SAV que tu gères aussi. Ça nous fait un beau programme. Bienvenue Graziella. Merci de me recevoir. Mais écoute, je t'en prie, c'est ton premier podcast. C'est mon premier podcast. podcast. Très, très fier que tu sois avec moi du coup. Je te propose dans un premier temps de te présenter. Tu as une belle expérience omnicanal dans plein d'univers différents. Je voudrais comprendre ce que tu en tires, avec quel bagage tu arrives il y a quelques années chez Courir. Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis arrivée chez Courir juste après le Covid, en mars 2021. Donc ça va bientôt faire 5 ans. Le temps passe très vite. Moi, j'ai un parcours 100% retail. J'ai commencé dans le groupe Etam sur l'enseigne 1, 2, 3 qui s'appelle maintenant Maison 123 pendant mon alternance. Et je suis tombée dedans. Dans ce truc du retail, du marketing relationnel, on appelait ça marketing relationnel à l'époque, où je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais faire du marketing et mesurer les impacts de ce qu'on faisait. Et ça m'a tout de suite beaucoup plu, puisque avec tous ces programmes de fidélité, on peut en baser, communiquer au client et puis derrière voir s'il revient ou pas. Et donc ça m'a beaucoup plu. Et le secteur du retail m'a aussi beaucoup plu parce que j'étais en direct avec nos clients et sans intermédiaire de grandes distrib, etc. Et ça, c'était très intéressant. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours. J'ai fait différentes enseignes, Etam, Yves Rocher au Canada, ensuite un détour par l'Optique, Grand Optical, Alain Flelou. 4 ans chez Tom Europe, les enseignes Histoire d'Or, Marc Orion et Trésor. Un super groupe français aussi, une très belle réussite où j'ai énormément appris. Un petit peu de fashion avec Jennifer et voilà chez Courir. Et toujours sur des notions de CRM au début. Donc vraiment tout ce qui est c'est communication client et les programmes de fidélité. Puis on a rajouté du service client parce que pour le suivre aussi après l'achat. Et ensuite, surtout chez Courir, toute cette notion d'omnicanalité qui est quelque chose de très fort au sein de notre enseigne et qui se développe aujourd'hui partout dans le retail avec ses points entre web et magasin et comment suivre le client tout au long de son parcours, qu'il soit chez nous dans nos magasins ou sur le web. Une grosse quinzaine d'années d'expérience, du coup, pas loin ou dans le retail. Avec quel enseignement, avec quelle conviction tu arrives chez Courir juste après le Covid ? J'arrive toujours avec cette conviction que le client, ce qu'il cherche, c'est l'expérience la plus fluide et la plus simple possible. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément chercher des trucs méga waouh, en fait. Il cherche juste à ce que son parcours se fasse avec le moins d'irritants possible.
Et donc cette conviction qu'en fait le but c'est de trouver tous les points de friction, qu'ils soient petits, grands. Alors évidemment on va commencer par les plus gros, mais pour aller les gommer petit à petit pour que le client justement, en fait il puisse acheter mais sans se poser de questions. J'achète, je veux faire un retour, c'est simple, je prends le programme de feed, c'est simple. Je vais ensuite retrouver mes points sur le site internet. C'est simple, on me retrouve. Il n'y a pas 36 trucs à faire, 36 manips, 36 rattachements de comptes, etc. Ça, c'est pas des questions que le client doit se poser. C'est nous, retailers, nous, commerçants, qui devons lui assurer... Effacer les irritants qui bloquent son expérience. Exactement. Et tous ces trucs... Alors, je devrais pas dire ça, mais tous ces trucs de miroirs connectés, etc., c'est des choses qui ont du sens dans un flagship, mais qui ne sont pas déployables dans 260, 300, 500 magasins, alors qu'une expérience sans couture, essayer d'aller driver ta force de vente et expliquer à ta force de vente comment accueillir, quel est le parcours client, comment l'embaser, comment le reconnaître, etc. Ça, c'est déployable et ça fait vraiment ta différence parce que le client, ce qu'il veut, c'est que ce soit simple, que ce soit rapide et que ce soit sympathique aussi, son expérience. Sympathique, c'est intéressant. Ouais. Parce que c'est de la formation, c'est du choix, c'est du recrutement. Exactement. Et dans le retail, on sait qu'il y a un vrai sujet là-dessus, recruter des équipes, faire monter des équipes en compétences. On est sur un secteur, moi je l'ai toujours vu, d'être dans des enseignes où il y avait des programmes d'assessment, de progression de la force de vente, et de se dire qu'aujourd'hui, un vendeur qui rentre parfois en alternance pendant son BTS vente va pouvoir monter, graver les échelons, passer adjoint, directeur de magasin, voire DR plus tard. Aujourd'hui, on a des directeurs régionaux directeurs régionaux. Okay. Chez nous qui ont commencé vendeurs dans nos magasins courir. On a des personnes qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. Et oui, c'est dur de recruter dans le retail, mais quand on arrive à trouver les bons profils, on peut leur offrir des très belles carrières et en plus en faire des vrais ambassadeurs de notre marque, de notre enseigne. Et il est là aussi le nerf de la guerre. Parce que aujourd'hui, comme tu le disais, on a 18% de notre chiffre qui est fait sur le digital. Alors, on inclut dans ces 18% aussi tout ce qui va être les ventes web qu'on fait en magasin. Ok. Puisqu'on n'a pas notre... Ship from store ou pick-up Ouais, le ship from store, oui, rentre dedans. Là, c'est quand tu achètes en magasin, tu achètes sur le site. T'achètes sur le... Alors maintenant, on fait même le ship from store to store. Donc, tu achètes sur le site. C'est un magasin qui expédie parce qu'on n'a pas le stock à l'entrepôt. Ou alors, t'achètes en magasin. T'achètes en magasin sur le click and... en order in store. Ouais. En order in store. Et on va aller chercher aussi dans le stock des autres magasins et pas seulement de l'entrepôt. Tu pourras te faire livrer dans le magasin dans lequel tu as acheté. En stock unifié, du coup, en commerce unifié. Exactement. C'est toi qui l'as mis en place ? Alors, c'est pas. Enfin, c'est l'équipe IT. Ça a été mis en place post-Covid. On travaille avec SoClose sur le sujet depuis longtemps. On a commencé avec eux avec la IRESA, puis tout ce qui était click and collect. Et ensuite, on a déployé tous ces parcours omnicanaux post-Covid parce qu'on est sorti du Covid et avec une très forte conviction qui était c'est vraiment trop dommage d'avoir des paires qui sont dans nos magasins et pas à l'entrepôt qu'on peut pas vendre. Oui. Parlons un peu de courir. Alors, je pense qu'on a toutes et tous. J'espère. Je sais pas quel est le degré de notoriété de courir, mais vous êtes le leader, l'un des leaders. Alors, on est leader sur le marché de la sneakers fashion en France. Ok. Tu l'opposes à Sneakers Sportive ? Oui. Okay. C'est-à-dire que mon concurrent n'est pas Decathlon. Decathlon n'est pas mon concurrent. Oui, ok, pardon. Voilà. Donc, on a vraiment... Mais qui est ton concurrent sur la... non, tu opposes la sneaker lifestyle à la sneaker sportive. Exactement. Ok, oui, c'est ça. Où tu vas plus parler de la sneaker sportive, vraiment. Mes concurrents, ça va être du JD, à qui on appartient aujourd'hui, Foot Locker, Zalando. Et puis après, tu as quelques indépendants. Et puis les marques en direct. Nike a ses boutiques, Adidas a ses boutiques. Et donc là aussi, c'est des concurrents. Mes leaders sur le sneaker, la sneaker fashion en France. Ouais, et notamment chez les femmes. Parle-moi un peu de Courir. Donc j'étais en train de dire, je suis sûr qu'on a tous un jour mis les pieds chez Courir. Chez Courir, dans un Courir. Courir.com, courir.com évidemment. Parle-moi un peu de Courir. Courir, je pense effectivement que tout le monde connaît. Enseigne française, créée en 1980, donc on a fêté nos 25 ans cette année. C'était une enseigne 45. 40, j'ai dit quoi ? 25. 25, c'est parce que c'est moi-même, je voudrais encore avoir 25 peut-être. 45 ans, ouais. 45 ans, qui a commencé sur le sport.
C'est pour ça que ça s'appelait Courir. Et puis, rapidement, on a décidé de prendre ce virage. Alors, je ne saurais plus le dater exactement, mais ça fait un bon bout de temps, début des années 2000, je pense, peut-être un petit peu plus tard, de se consacrer sur la sneakers lifestyle et cette sneakers mode. Et encore plus fort, d'aller uniquement... En tout cas, notre cœur de cible, c'est la femme. Et justement, pour se différencier de nos concurrents qui ont des magasins et des univers qui sont beaucoup plus urbains, streetwear. Et ça a notamment été marqué par notre concept Wood, qui est aujourd'hui le concept qui est déployé sur la très 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 large majorité de nos magasins, qui est un concept qui est blanc, qui est bois, qui starifie la sneakers et qui se veut beaucoup plus féminin. Et d'ailleurs, si vous allez sur notre page Insta, je vous invite à aller sur notre page Insta qui est brillamment alimentée et construite par l'équipe brand et l'équipe social media. On met en avant dans nos communications des femmes. Et c'est aussi pour ça que nos marques partenaires, que sont Nike, Adidas, New Balance, ASICS, etc., viennent chez nous parce que nous, on va réussir à adresser un segment de population qu'elles n'arrivent pas forcément à adresser directement, qui est la femme. Et dans nos communications, c'est des femmes, c'est une femme mode, c'est une femme parisienne qui est mise en valeur et qu'on cherche à attirer dans nos boutiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est leader sur la femme en France, encore plus que sur l'homme. Et c'est aujourd'hui, on recrute plus de femmes que d'hommes dans nos nouveaux clients. Je suis surpris. Et c'est un marché qui est féminin ou masculin ? C'est un marché qui est plutôt masculin. Ouais. Qui est plutôt masculin. Aujourd'hui, si tu regardes la structuration de notre clientèle, on a encore 50... Historiquement, sur la base, on a 10 millions de clients en base, donc on a 52% d'hommes. Mais aujourd'hui, nous, celles qu'on recrute le plus, nos nouveaux clients sont majoritairement des femmes. On doit être à peu près à 55-56% de femmes recrutées. Donc, on a réussi à inverser la balance. Nos magasins et nos équipes en magasin sont aussi beaucoup plus féminines que celles qu'on peut rencontrer dans les autres enseignes de sneakers. Ok, intéressant. C'est pas quelque chose qui m'aurait... je suis surpris. Le modèle Wood, ouais. C'est le style de magasin, c'est ça ? C'est le concept. J'ai vu des photos d'un magasin que vous venez d'ouvrir en Italie. Ouais, c'est sur ce modèle-là ? Exactement. Ok, très bien. Mais ça, c'est même le Wood 2 que tu as. C'est le Wood 2. Ouais, okay. Qu'on a revu à l'occasion des JO et qu'on a déployé notamment à Paris, juste à côté, au Hall. Que je trouve plus premium. Ouais. C'est une volonté de monter, de premiumiser l'expérience ? C'est une volonté, en tout cas, de starifier la sneakers et de mieux mettre encore toujours en valeur nos marques partenaires, d'avoir un écrin et d'avoir des mises en avant qu'on ne va pas trouver ailleurs. Et d'ailleurs, dans les enquêtes qu'on peut faire auprès de nos clients, les clients se sentent à l'aise dans nos magasins. C'est un truc qui ressort, en fait. Ils se sentent bien parce que voilà, tu as cet environnement blanc-bois, effectivement, qui est plus chaleureux que ces univers qui sont très gris, plus fluo, très noir et blanc chez nos concurrents. Compris. 800 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, avec tu m'as dit 18% sur le web. Ouais. Le reste de la répartition, entre les affiliés et les intégrés, ça, tu l'as pas. Ça, je l'ai pas. Et la France versus l'international, est-ce que tu peux nous donner le... Alors, nous, notre target aujourd'hui, c'est d'atteindre le 1 milliard d'euros à horizon quelques années et d'avoir une structuration de 25% de CA web, 25% de CA à l'inter et le reste en France. Ok, 50 en France, 25 à l'inter et 25 sur le web. Je trouvais des études qui disaient que l'achat de sneakers se fait toujours en magasin, continue de se faire en magasin, ça reste un achat à 70% physique parce que l'essayage, le fait de les toucher, les voir. Ouais, le conseil des vendeurs aussi. Ok. Oui, ça reste, effectivement, mais comme la chaussure en général, maintenant, on est aussi sur... quand tu connais ta taille chez Nike, ou chez Adidas, ou chez New Balance, ou chez Lacoste, je suis obligée de répéter toutes les marques, c'est comme... toutes celles qu'on vend, tu connais ta pointure et tu peux les racheter en fait. Donc il y a aussi une facilité. Nous, on a des produits qu'on trouve que sur le site et pas en magasin. Donc effectivement, on cherche à développer quand même cette expérience web. Zalando est un concurrent typiquement sur le web.
moi, mon but, c'est de travailler la présence de courir à l'esprit de nos clients pour que derrière, en fait, on augmente leur taux de nourriture chez Courir, en fait. C'est-à-dire que s'il a un budget de 100 en sneakers, qu'il aille dépenser une majorité de son budget chez Courir, que ce soit en magasin ou sur le site. Parce qu'il achète quand même un petit peu sur le site, à 30%. T'as dit budget nourriture. Le taux de nourriture, tu sais, c'est des trucs qu'on apprenait à la fac en market. Vas-y. Le taux de nourriture, c'est en fait, tu as un budget alloué par des catégories de produits et quelle est la part de ce budget qui va être consacré à ton enseigne. Donc, si ton taux de nourriture est de 80%, ça veut dire que 80% de ton budget sneaker, c'est fait chez Courir. Ok, compris. On peut parler un petit peu du marché dans son ensemble. Ouais. Il y a eu, alors tu l'as dit, une explosion de la sneaker lifestyle depuis longtemps maintenant, évidemment. La starification de certains modèles avec depuis les années 80. 80 ? Ouais, la Jordan, et plein d'autres. Quelles évolutions tu as vues depuis ton arrivée sur je sais pas, les capsules, les collaborations, l'importance de la communauté. Il y a aussi des sujets, j'imagine, de fraude dans ce milieu où d'un coup il y a 1 million de gamins qui ont réalisé qu'on pouvait vivre, en tout cas arrondir ses fins de mois avec des sneakers achetés revendus. Quelles évolutions tu as pu voir? Alors il y en a plusieurs. Moi je suis arrivée donc juste post-Covid. Et on a eu toute cette ère du télétravail qui est arrivée. Et il y a eu une vraie... tout ce qui était... On va au basket. De plus en plus de personnes sont allées une casualisation du monde du travail. C'est-à-dire que on a pris l'habitude de pouvoir bosser de façon très confortable à la maison. Et ça s'est vraiment vu aussi au bureau quand on est tous retournés en présentiel. Donc là, tu as eu une vraie explosion de la sneakers. C'est-à-dire que tout le monde en portait le week-end et maintenant tout le monde s'est mis à en porter toute la semaine. Toute la semaine. C'est-à-dire qu'avant, j'en portais 2 jours sur 7. Maintenant, j'en porte plutôt 5 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Donc ça nous a effectivement beaucoup aidé. Il y a eu le phénomène de la femme. La sneaker, c'était quelque chose de plutôt masculin. Et puis petit à petit, les femmes se sont rendues compte qu'en fait, c'était aussi très pratique d'être en basket toute la journée, très confortable. Et on a vu les femmes de plus en plus en porter. C'est aussi aller avec son émancipation. Avant, on avait cette image de la New-Yorkaise qui avait sa paire de baskets dans son sac et qui mettait ses escarpins au dernier moment avant de rentrer dans le bureau. Et maintenant, sauf qu'en fait, moi-même, je l'ai fait en entretien, d'aller en basket et puis de mettre des talons avant de passer mon entretien. Maintenant, c'est même plus la peine de faire ça. Alors, il y a quelques secteurs qui sont où tu peux plus mettre de basket. Les banquiers, malheureusement, ne peuvent toujours pas. Mais les baskets, tu les trouves partout. Mais on les attend avec impatience chez Courir. Ouais, exactement. Qu'ils viennent pour le vendredi. Moins 10% avec le code banque. Il y a un truc à faire, t'as raison. Mais les femmes aussi, il y a une vraie émancipation. On a d'ailleurs produit un documentaire qu'ils appellent The Sneakers Odyssey à l'occasion des JO. Attends, t'es allé trop vite. The Sneakers Odyssey. Ok. Que vous pouvez retrouver sur YouTube en partenariat avec certaines... C'était Adidas. Une grosse demi-heure, c'est ça? Ouais, une grosse demi-heure. The Sneaker Odyssey. The Sneaker Odyssey, ouais. ODY2SEY, évidemment. Exactement, disponible sur YouTube notamment. Et qui retrace tout le parcours, toute l'évolution de la sneakers. Et justement, notamment à travers l'émancipation de la femme, enfin aussi à travers la femme. Et cette sneaker qui était réservée aux terrain de sport est aujourd'hui arrivé complètement partout dans l'univers de tous les jours et dans les rues et dans les bureaux. Donc ça, il y a quand même une très forte évolution, même si, effectivement, et moi je le vois aussi au bureau en ce moment, normalement, t'as pas de bruit de chaussures au bureau parce qu'on a du parquet et que tout le monde est en basket, donc ça fait pas de bruit. Sauf que depuis quelques mois, tu réentends des bruits de chaussures de ville ou de talons sur le parquet du bureau parce que, en ce moment, les filles qui ont beaucoup porté de sneakers reviennent à des chaussures un peu plus... des chaussures de ville, ce qu'on appelle les chaussures de ville, les chaussures plus classiques. Et on en porte un tout petit peu moins qu'il y a quelques mois. Ça revient, etc. Ouais, effectivement. Mais je pense que c'est des histoires... C'est des histoires de mode et de tendance, mais... Il y a toujours un effet balancier. Exactement. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de retour en arrière. Va dans les cours de récré, tu n'as
que des baskets aux pieds. C'est impossible de faire porter une chaussure en cuir à des enfants. Impossible. On passe tout de suite pour une chaussure orthopédique en plus. Exactement. Alors, il faut juste moi, c'est impossible de leur faire mettre porter une chaussure. Un autre truc qui a explosé, c'est justement, pour rester chez les enfants, les capsules, les collections exceptionnelles et la revente. Ouais. Alors moi, quand je suis arrivée en 2021, moi j'ai découvert ce marché-là. Hein, je le connaissais pas trop et j'étais très très impressionnée par tout ce qui était. On me dit oui, alors nous on fait des raffles. Je dis vous faites quoi ? Des raffles. C'est-à-dire que les gens ils s'inscrivent pour pouvoir avoir le droit d'acheter une paire ou alors pour avoir le droit potentiellement être tiré au sort pour pouvoir acheter la paire. On en était là, sur des modèles, notamment c'était de Nike qui avait beaucoup travaillé la rarification de certains modèles, les Dunk, les Air Force One. Il y avait une réelle demande et vraiment cette distribution au compte-gouttes de ces modèles-là. Et on avait mis en place des systèmes effectivement de raffles, alors des raffles magasins, des raffles en ligne. En ligne, effectivement, tu t'inscrivais pour pouvoir être tiré au sort et pouvoir acheter la paire. En magasin, on réservait uniquement les paires à nos porteurs de cartes MyCourir. C'est un phénomène qui aujourd'hui est un petit peu moins présent, en tout cas sur nous, les produits qu'on peut distribuer. Tu as moins cet effet-là. Tu l'as toujours sur des collabs très pointus, etc., mais moins sur des modèles type Dunk, etc. Après, il y a des modèles qui partent très, 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 très vite. Et tu as quand même un truc où nous, on le constate encore, effectivement, tout ce phénomène du resell où tu achètes une paire sans chez Courir, très rapidement, elle vaut 120 sur un site. Tu peux la revendre 120 sur Vinted ou ailleurs. Donc un phénomène qui existe toujours, Ouais. mais qui en recule par rapport à ce que tu as pu voir les premières années. Ouais, où il y avait vraiment une hype sur certaines paires, mais ça continue à être encore très présent. Et nous, c'est des choses avec lesquelles on doit lutter au quotidien, parce que mon but, c'est que ce sont mes vrais clients qui puissent acheter les paires dont ils ont envie, et pas que des bots viennent rafler les 4000 paires qu'on met en ligne un jour à 8 heures. Intéressant, tu m'expliqueras peut-être comment on fait, ou alors c'est plutôt IT et e-commerce. Ça, ouais, je sais. Et dernier point, et 2 points encore que je voulais aborder sur le marché. Alors c'est intéressant, tu m'as dit que le cœur de cible c'est la femme. Il y a des attentes conso aussi qui ont évolué ces dernières années par rapport au caoutchouc, le plastique, par rapport au recyclable. Ouais, évidemment, il y a les consciences s'éveillent et on cherche à acheter plus responsable, mieux. Il est évident qu'on est sur une industrie qui est polluante. On produit des chaussures qui sont en cuir, qui sont en plastique. On est sur une industrie où les produits sont très compliqués à recycler. Nous, on a décidé de prendre notre part là-dessus et de voir comment on pouvait aider nos consommateurs et nous aussi en tant que revendeurs à avoir des comportements plus responsables et avoir moins d'impact. Donc, on a lancé un programme il y a 3 ou 4 ans maintenant qui s'appelle Recycle Your Ex-Sneakers, où en fait, on propose de collecter des paires, les anciennes paires, dans nos magasins. Alors, tous nos magasins ne sont pas équipés, mais une bonne partie de nos magasins sont équipés. Et puis, nous aussi, on a tout ce qui est produits défectueux, invendables, etc. On en a en fin de saison qu'on collecte et qu'on recycle avec une entreprise partenaire qui est un acteur du recyclage basé à Lyon et qui... On peut le citer ? Ouais, Plymouth. Plymouth, P-L-Y-M-O-U-T-H. Exactement, à Lyon, et qui ont un système qui permet de décomposer la sneakers, en fait, et d'isoler chaque partie, parce qu'il y a le tri, hein, c'est comme à la maison, il faut trier, et de recycler, d'en créer un matériau recyclé sur lequel nous, on utilise pour créer des paires de sneakers en collaboration avec certaines marques. On a lancé une première édition avec Kappa. Donc Courir X Kappa. Courir X Kappa, une paire qui est sortie il y a 2 ans, 3 ans. On a sorti Courir X Aigle sur 2 modèles aussi, qui sont fabriqués en Europe à partir de matériaux recyclés. Et le but, c'est pas de marger, c'est surtout de réussir à réemployer tout ça et d'offrir une offre complémentaire. On a aussi des marques chez nous qui sont positionnées ainsi.
Et notre but, c'est d'avoir là une offre complète qui puisse répondre aussi à ces besoins des consommateurs. Et puis moi, j'encourage, par exemple, si tu rapportes ta paire de sneakers et que tu es membre de MyCourir, tu gagnes 20 points supplémentaires, etc. C'est des choses qu'on essaie d'encourager, bien sûr. Et dernier point sur le marché et le conso. Je me faisais la réflexion en préparant l'épisode qu'on va chercher des marques quand on est fidèle d'ailleurs. À nos marques ouais. Qu'on distribue Un conso. Non, un conso. Ah, un conso. Il achète et des Nike et des Adidas ou des Nike Ça dépend. Il y a de tout. Ok. Bon, la remarque que je me faisais, c'est que je me demandais si vous étiez touché par l'explosion de Shein, Temu et autres. Et je me disais que non, justement, parce que je crois qu'on cherche de la marque quand on cherche une basket. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas tant touché là-dessus parce qu'effectivement, notamment les jeunes restent très attachés à la marque, au modèle et au côté original de la paire. Quand je dis original, c'est pas de contrefaçon en fait. Ils n'ont pas envie d'avoir des contrefaçons sur une paire de gel d'Asics ou sur une paire de Nike. Ils veulent les vrais. On a un peu le même truc sur les sacs à main. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément touché sur ces choses-là. Nous, notre offre, elle est composée à 80% de sneakers. On a 20% de textiles et accessoires. Mais contrairement à d'autres concurrents, genre JD, où ils sont plus à 50-50, nous, c'est vraiment la basket. Ok. On va aborder 3 principaux sujets, je l'ai dit, l'omnicanalité, la fidélité, l'international. Petit détour par le SAV, mais commençons par l'omnicanalité qui est le cœur du sujet. Comment tu définis l'omnicanalité chez Courir et qu'est-ce que tu as trouvé en arrivant et qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui ? L'omnicanalité chez Courir, c'est s'assurer que le client Courir, ait accès à la paire qu'il souhaite où qu'elle soit. C'est un constat et c'est un souhait qui est né pendant le Covid. Donc moi, je suis arrivée juste après. Enfin, on a eu quelques confinements encore quand je suis arrivée chez Courir. On est à la paire, enfin au niveau... Sur la sneakers, tu as le modèle, tu as la franchise, ensuite tu as le coloris, et ensuite tu as la pointure. Alors, refais-la moi. Tu as la franchise, donc par exemple tu as Air Force One, ensuite tu as les coloris, et ensuite tu as la pointure. Ok. Tu vois, donc... Et c'est des produits qui sont assez gros. Air Force One, pardon. Air Force. C'est un modèle phare de chez Nike. De chez Nike. Ça marche aussi maintenant avec la Gazelle, la 540 de chez New Balance, etc. Et parfois, on a des paires qui sont... La dernière pointure, elle est plus dispo à l'entrepôt, mais elle était dispo dans nos magasins. Et nos magasins, ils étaient fermés parce que c'était le Covid. Donc, c'était très frustrant pour nous d'avoir ces stocks dormants. Donc, on s'est dit... Alors, en plus, pardon si je me permets d'interrompre, c'est totalement empirique comme remarque, mais j'ai le sentiment qu'à chaque fois que je passe devant un magasin Courir ou autre, il y a énormément de modèles en dispo en magasin. Je ne sais pas si c'est plus que sur une autre verticale, mais il y a toujours un choix hyper important, visible en boutique. J'imagine que ça augmente la frustration parce que ce stock visible doit être... Enfin, en tout cas, ces modèles visibles doivent être visibles le plus possible partout. Et pourtant, il y a des dizaines de déclinaisons qui existent. Oui, alors, normalement, ce qu'on expose en magasin, c'est uniquement les paires qu'on a. Et après, on a différentes tailles de magasins qui ont des assortiments qui sont plus ou moins larges. Nos plus gros magasins ont la totalité de l'assortiment et nos plus petits magasins n'ont parfois qu'une partie de l'assortiment. Et donc, dans ces cas-là, ils ont les top ventes et les modèles les plus demandés. Mais ce qui est sûr, c'est que nos boutiques, elles ont... Nous, on a le stock, il est uniquement en réserve. Ce que tu vois, tu n'as pas de stock en surface de vente. Bien sûr. C'est très différent d'un magasin de prêt-à-porter où tu as ton stock qui est non seulement en surface de vente, mais aussi en réserve. Et ça aussi, c'était une frustration pour le client de se dire, je vois une paire, et là, il y a le 39, il y a plus de 39 chez nous, enfin dans la boutique où je suis, mais elle est dispo sur le site, et voilà, allez sur le site, monsieur. Alors, on commençait déjà à faire de la commande web en magasin avant le Covid, mais sur une combinaison d'outils qui était très compliquée. Et on a voulu aussi grandement faciliter l'expérience de nos collaborateurs. Parce que si on voulait que les collaborateurs proposent la commande web en magasin, il fallait que ce soit simple pour eux. Et il fallait aussi que ça leur rapporte de l'argent et que ça contribue au chiffre d'affaires du magasin. Parce que tout ça, cette guerre entre web et magasin que moi j'ai toujours connue dans le retail, de toute façon le site e-commerce ça nous vole des clients et puis le site e-commerce c'est toujours très pénible de réceptionner les commandes, etc. Il faut que
le magasin, il trouve son compte parce que sinon, il n'a aucun intérêt à envoyer la paire qu'il a dans sa réserve à un client à l'autre bout de la France si ça ne lui rapporte pas du chiffre. Ou tu as un sujet d'attribution s'il vend la paire d'un autre magasin qu'il a fait venir ici ou qu'il a fait livrer chez le... Exactement. Et donc là, en plus, tu as l'égard entre magasin et magasin. Enfin. Donc chez Courir, on est parti du principe qu'effectivement, on voulait que tout le monde ait accès à toutes les paires, où qu'elles soient, et qu'il fallait que nos magasins soient très à l'aise avec ces modèles-là. Donc on a travaillé avec SoClose pour mettre en place différents services qu'on a déployés au fur et à mesure en France et dans tous nos magasins à l'inter. Et aujourd'hui, on a à peu près, ça y est, on a déployé tous les parcours qu'on pouvait. Donc, on a l'order in store. Donc, tu commandes ta paire si tu ne l'as pas dispo en magasin. Et ce stock, avant, on pouvait taper que sur le stock de l'entrepôt. Maintenant, tu peux aller taper sur le stock de tous les magasins de ton pays. Donc, ça, c'est bon, c'est fait. Avant, tu pouvais être livré que en magasin ou chez toi quand tu commandais. Donc, ça, c'est toujours bon. On ne propose pas de point relais encore sur la commande web magasin. Mais sur tout ce qui est ship from store, avant, tu faisais que du domicile. Maintenant, en ship from store, tu peux aussi te faire livrer en magasin. Je suis chez moi, la commande n'est pas dispo, la paire n'est pas dispo à l'entrepôt, mais elle est dispo dans d'autres dans un magasin. Donc, c'est le magasin qui va préparer ma commande et qui va l'envoyer. Avant, c'était quand que tu avais des sujets de transporteur, c'était que en domicile. Maintenant, on propose aussi de la livraison en magasin sur ces sujets-là et en point relais. Et on a aussi bien sûr tout ce qui est click and collect express et e-réservation, et ça dans tous les pays, et avec des logiques d'orchestration qui sont aussi différentes en fonction de si t'es en France ou si t'es en Espagne. Pour nous, Courir, ça nous coûte moins cher quand on est en Espagne de shipper une paire depuis un magasin espagnol vers un client qui habite en Espagne. L'entrepôt nous coûte plus cher que l'expédier. Ah, ça te coûte plus cher. Ça me coûte l'entrepôt en France, d'expédier depuis la France vers l'Espagne, ça me coûte plus cher que de faire Espagne-Espagne. En France, ça me coûte moins cher d'expédier depuis l'entrepôt que depuis un magasin. Donc en France, c'est l'entrepôt qui est prioritaire. En Espagne, c'est le ship from store qui est prioritaire. Donc ça aussi, on a des logiques d'orchestration qui sont différentes en fonction de là où tu te trouves. Avec cette granularité, justement, de pouvoir choisir... Ok, et mettre en avant, j'imagine, telle ou telle méthode en fonction de vos enjeux. Okay. Exactement. Ça prend du temps de déployer tout ça, de l'éducation en magasin. C'est SoClose qui vous accompagne ? Ouais. Ok. Oui, SoClose, acteur français qui nous accompagne toujours sur le sujet. Très connu, pardon, je mets SoCloz.com, SoClose.com. Et avec vraiment... cette volonté d'intéresser les magasins sur tous ces parcours. Donc, quand il fait une commande web, il prend le chiffre, ça rentre dans son budget prime. Quand il expédie une commande, ça va aussi rentrer dans son chiffre pour aller atteindre son budget prime. Donc, il n'y a pas de sujet de je ne vends pas, je dis que j'ai pas la paire alors que je l'ai, parce qu'en fait, ça me rapporte plus en termes de CA et de prime si je vends à quelqu'un qui est dans mon magasin plutôt que de l'expédier à l'autre bout de la France. Ok, mais avec une déduplication. Alors, avec le ship from store, ils prennent tous les deux le chiffre. Mais donc, t'as doublé pour la prime, pas pour... ta prime. Pour la prime, ouais. Mais t'as doublé ta prime. Donc, le magasin de Aix-en-Provence qui expédie à Paris, où la vente a eu lieu en magasin avec un click and collect en magasin. Ok. Intéressant. C'est des sujets politiques, cet arbitrage. Ouais. Et c'est un coût aussi, potentiellement, parce qu'il peut y avoir... C'est un coût sur ta prime. Oui, sur tes budgets primes, parce qu'ils font plus facilement leur budget. Après, on a bien évidemment aussi revu les budgets en conséquence. Ok, compris. Il y a peut-être quelque chose que j'aimerais bien comprendre avant de continuer la conversation, c'est le parcours client classique et les touchés ou les rencontres qu'il va y avoir entre Courir et un consommateur avant un achat. Très classiquement aujourd'hui, un client, il va d'abord faire des recherches sur le web ou alors il va être exposé à une paire sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Donc, il va avoir une paire sur quelqu'un. Il va aller soit faire du Google Lens, soit faire taper le... Non, mais qui fait du Google Lens ? Moi, j'adore le Google Lens. Oui, mais toi, t'es une geek, moi aussi, mais non. Les gens font le grand public, je serais curieux, pardon, chers auditrices, chers auditeurs, si vous nous regardez ou si vous nous écoutez, si vous avez l'info, je serais curieux, je vais la chercher aussi, mais... Ouais.
Je sais, alors moi, La techno est incroyable et moi je le fais, mais je me demandais si c'était moi ou. En fait, moi, c'est tellement rentré dans mes usages que. Et maintenant, ils le proposent en plus. Alors après, moi, je suis sur Android, j'ai quitté Apple, ça a été un drame dans ma vie, mais ils te le proposent, etc. Mais enfin, je pense que c'est des recherches qui. Enfin, bon. Pardon, excuse-moi, c'est moi qui divague. Mais effectivement, ils recherchent. On a beaucoup de choses qui arrivent. Enfin, Il y a un sujet aussi sur la sneakers. Nous, on a un média qui s'appelle Sneaker Spirit, qui est un média propriétaire, qui a une page Instagram et qui travaille, qui démocratise la culture sneakers, etc. Avec une vraie ligne éditoriale qui est en dehors de courir. On ne parle pas que de produits qu'on a chez Courir, mais ça nourrit cette culture. Donc voilà, ils trouvent une paire, ils la cherchent. Donc effectivement, tu as de la remontée Google Shopping. Il y a un vrai enjeu à remonter haut sur Google. Mais nous, notre premier média, ça reste nos magasins. On a 260 points de vente. On reste l'enseigne qui a le plus de points de vente en France. C'est eux notre premier média. Nous, on fait très peu d'achats. On ne fait pas de pub. On fait pas de pub radio. On ne fait pas de pub télé. On ne fait pas d'affichage. Du sponsoring peut-être On a des... On est sur YouTube en preview, machin, etc. Alors, c'est pas du tout mon domaine, donc moi, je vais te dire ce à quoi moi, je suis exposée en tant que... Non, mais votre premier média, c'est la présence physique dans les villes. Exactement. Avec un maillage, je l'ai dit, ou je sais pas si je l'ai dit. 260 magasins 260 en France. Et 330 en Europe. Donc 60, ouais, ok. Donc 60 de l'autre côté. Ouais. Et après, il va sur le site. Il y en a beaucoup qui se rendent sur le site parce qu'on fait tous du showrooming. Enfin, on va repérer. Et puis après, on va acheter en magasin ou on achète en ligne. Il est là le parcours. Parce que c'était ça ta question. Ouais, c'était exactement ça ma question. J'étais en train de me demander si le trouver, enfin, où se situe, où y a-t-il du stock pour ma chaussure est utilisé. Oui. Alors, nous, on propose de la IRESA. Ouais. Donc, avec la IRESA, tu peux savoir où se trouve ta sneakers. Mais nous, on a encore énormément d'appels sur les lignes magasins pour savoir, est-ce que vous avez la paire machin? Oui. Est-ce que vous pouvez me la mettre de côté? Hyper intéressant parce que c'est le prochain sujet que je voulais aborder. C'est quand même pas une révolution, mais c'est beaucoup de changements pour le vendeur en magasin. Le magasin reste un hub. Comment est-ce que vous avez géré le change, la formation, l'accompagnement de ces vendeurs qui se retrouvent devenir du jour au lendemain des super vendeurs? Du jour au lendemain, en l'espace de quelques années, certes, mais un super vendeur qui va beaucoup plus loin que simplement cherchez-moi la Air Max jaune en 28, quoi, en 38. Ouais. On leur est... tu peux acheter du 28. Hein. 28, ouais, on est sur un vrai sujet. On demande énormément à nos collaborateurs en magasin. Tout ce change, nous, il a été incarné. On a une responsable omnicanal qui est dans mes équipes, qui s'appelle Camille, et qui est connue par l'intégralité des vendeurs en magasin. C'est-à-dire 260 fois quoi? Il y a 2500, 3000 vendeurs? Ouais, exactement. Ils connaissent tous Camille. Enfin, okay. En tout cas, tous les directeurs de magasins connaissent Camille. On donc a vraiment... Le change, la formation, l'accompagnement. Ouais, on a vraiment... Il y a eu une espèce d'incarnation de l'omnicanalité par Camille. Et c'est Madame Omnicanal chez nous. Et ça aide énormément. Elle s'est déplacée en magasin. Après, on a tout ce qui est webinar, e-learning, qui permettent d'être onboardés sur ces sujets-là. Mais tu vois, là, on se disait justement, dès qu'on fait rentrer un directeur de magasin qui ne vient pas de chez nous, parce que souvent on a de la promotion interne ou de la mobilité en interne, mais dès qu'on fait rentrer un directeur de magasin qui ne vient pas de chez Courir, j'ai Camille ou Caroline dans son équipe qui vont aller passer une journée avec lui pour le sensibiliser sur tous les sujets omnicanaux. Un nouveau directeur de magasin qui ne vient pas du groupe. Okay. Ouais, ça n'arrive pas non plus tous les 4 matins, mais ça arrive. Ça n'arrive pas tous les 4 matins, mais ça arrive. Okay. Et systématiquement, elles vont aller passer une journée pour le driver, pour lui faire comprendre les enjeux, pour qu'il connaisse bien tous les process, pour qu'il puisse bien former ses nouveaux collaborateurs qui vont rentrer, parce qu'on a pas mal de turnover, on a des étudiants, on a des saisonniers, etc. Donc, il y a un vrai sujet de formation. Parce que le client, quand il achète une paire sur le site internet, il s'attend à avoir une paire sortie d'usine. Et s'il a une paire qui a déjà été qui était en magasin, qui a déjà été essayée, et que tu l'expédies ensuite chez un client, il faut bien remettre les lacets à l'intérieur, remettre le petit papier qui fait que la truc elle reste bien, et puis bien remettre le papier de soie, etc. Parce que s'il n'y a pas tout ça,
le client, il comprend pas pourquoi sa paire, elle n'est pas comme sortie d'usine. Là, tu vois, c'est Noël et on resensibilise toutes nos équipes en disant quand vous préparez des ship from store, faites des paquets nickel, comme si c'est vous qui alliez recevoir cette paire à Noël. Ben, vous n'avez pas envie d'avoir un papier de soie froissé quand vous ouvrez la boîte. Et du coup, quels sont les rituels, formations, les mises à jour? Est-ce qu'il y a un applicatif? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a du gaming? On a du e-learning. Okay. On a une plateforme alors je ne sais plus quel est le soft qu'on utilise, mais c'est un truc qui s'appelle Sneaker Learning Spirit et qui permet à tout le monde d'avoir des formations. On a des outils de communication en interne, des sneaker news, des navettes à destination des directeurs régionaux qui eux-mêmes refont passer les nouvelles dans leur gazette, qui est le journal, la e-newsletter qu'ils adressent à l'ensemble de leur région, pour faire passer ces messages. Mais il y a un vrai sujet de transmission de l'information et d'être sûr que tout le monde accède à cette info. Si tu n'arrives pas à transmettre l'info à ton directeur de magasin de façon correcte et qu'il ne l'imprime pas, tu vas louper un truc parce que le reste de son équipe ne l'appliquera pas. Et c'est répéter parce que ça va pas être... ton message, il passera pas en une fois. C'est marrant, c'est comme dans beaucoup de sujets de communication d'entreprise, il faut répéter parce que et ne pas s'attendre à ce que ce soit un jour atteint. Non, il faut répéter. Et puis test turnover. On a mis en place une base de connaissances en interne où on a tous les process omni, tous les process de service client pour que les magasins soient autonomes pour trouver ça. Et en plus, on l'a aussi déployée. Elle est dispo dans nos magasins et pour nos agents de service client. Comme ça, c'est notre livre de loi. Parce que s'il y avait beaucoup de friction entre les agents de service client qui étaient contactés par les magasins, parce que notre service client répond aussi aux magasins sur toutes les questions de j'ai un client en face de moi, il se demande où est ma commande. Donc, ils appellent le service client. Et les collaborateurs disent non, le process, c'est pas ça. Si, le process, c'est ça. Enfin, ils étaient pas d'accord, mais parce qu'ils avaient aussi des supports. Informations contradictoires. Exactement. Ouais. Donc, on a mis un seul et unique source d'information, qui est notre base de connaissances. Il y a le stock unifié, la connaissance unifiée. Exactement, pour dire à un moment, attends, vas-y, je peux te renvoyer à l'article 3, alinéa 4 de la remise du truc. Enfin, comme ça, ils sont une base de co. Et tu vois, faire passer cette information, ça fait pratiquement 1 an qu'on l'a mis en place. Dans toutes nos sneaker news, donc toutes les lettres d'information qui partent du siège vers les magasins tous les lundis, on met en avant un QR code qui te permet de scanner ou le lien pour arriver sur la page. Et il y a encore des personnes en magasin qui connaissent pas cet outil. Et quand tu vas leur montrer, ils disent « Oh, mais c'est génial !» C'est génial. Et là, tu te dis, en fait, Vous auriez dû le mettre en place plus tôt. La seule solution, ce serait que j'aille faire le tour des 260 magasins pour aller montrer. Chose qu'on a fait pour le programme de feed. Et là, ça a marché. Il faut envoyer, comment elle s'appelle, Camille, oui. Mais... Pardon, je continue sur le sujet de l'omnicanalité et l'expérience en omnicanalité. Il y a aussi quelque chose qui peut être parfois surprenant pour le consommateur dans ces enseignes et qui ont plusieurs centaines de points de vente en France et qui viennent du physique avant d'aller vers le digital. C'est l'unification des prix. Et puis l'info stock aussi, donc l'unification de l'expérience. Est-ce que là-dessus, il y a des apprentissages que tu peux nous partager sur la manière dont ça s'est passé ? Ou les évolutions, l'optimisation que vous y avez apportée. Alors nous, typiquement, les stocks, etc., dans tout ce qui est orchestration et annulation de commandes, on a pris le parti, par exemple, de mettre des stocks tampons parce qu'on pensait que la paire était dispo dans un magasin, mais en fait, elle l'était pas ou elle était abîmée, etc. Donc aujourd'hui, une paire n'est considérée en stock sur le réseau de magasins que si tu as un stock minima de 3 sur l'ensemble des magasins. Parce qu'il y avait... sur l'ensemble des magasins. Sur l'ensemble des magasins. On se dit que si on est à une quantité inférieure à 3 sur l'ensemble des magasins, on considère qu'il n'y en a pas. Okay. Et sur certaines périodes, on monte à 5. Parce que quand il y a des déstockages, ce qu'on appelle des retours des paires, les retours des collections des paires en magasin vers l'entrepôt, il y a des paires qui sont dans les cartons, etc. Donc, ils ne peuvent pas les vendre. Donc, ça on ajuste et c'est une variable... C'est une variable d'ajustement que nous, on utilise beaucoup pour être sûr d'avoir une vision correcte de notre stock unifié parce qu'il y a forcément une marge d'erreur. Et puis en plus, on n'est pas en RFID, ce qui fait que c'est pas
c'est beaucoup moins fiable. Enfin, on fait du... C'est une évidence pour, je pense, beaucoup d'entre vous, mais RFID, c'est ces puces RFID qui sont dans le produit et qui permettent, en passant en caisse, d'enregistrer automatiquement la vente, un prix, un stock. Quand tu fais tes inventaires en magasin, d'avoir juste une petite douchette où tu passes comme ça et ça capte l'onde de la puce et on sait quel est ton stock. Nous, comme on n'est pas fabricant, c'est compliqué. Enfin, compris. Autre épisode sur la RFID. Mais un épisode que j'aimerais faire parce que je pense que c'est le summum et tout le monde s'y met. Enfin, je crois qu'une Decathlon depuis longtemps, Uniqlo aussi. Ouais, par exemple, Lacoste aussi ont un truc RFID qui est assez puissant et assez dingue. Je suis allée voir leur magasin des champs qui est complètement pucé de partout. Bah, écoute, c'est un peu la question suivante que je voulais te poser pour clôturer ce sujet omnicanalité. C'est quels sont les irritants que tu identifies encore ou que tu as identifié et de quelle expérience tu t'inspires pour donc Lacoste, j'ai l'impression. Oui, Lacoste sur les champs, et globalement, ils ont au niveau du stock qui est assez dingue. Nous, il y a ce sujet de préparation de commandes ou d'avoir un joli... En magasin. Où là, on doit encore travailler là-dessus. Mais ça, c'est au global, que ce soit en magasin ou à l'entrepôt. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand tu ouvres un colis courir, il ne se passe pas grand-chose. Tu reçois ta paire, tu as une jolie paire, mais il ne se passe pas grand-chose. On cherche de l'émotion, on cherche... Moi, j'aimerais bien avoir un petit peu d'émotion, mais bon, il y a des sujets, il y a des priorités et déjà, choisir en tout cas... ses batailles. Ouais. Exactement. Déjà, on veut que la paire arrive bien, donc ça, c'est un premier truc. Moi, j'aimerais bien qu'en tout cas, les paires arrivent mieux. La justesse des stocks, c'est le nerf de la guerre, parce que sinon, tu as de l'annulation de commande. Si tu dis que tu laisses passer la commande et puis en fait, finalement, tu n'as pas le stock, tu annules la commande et ça fait de la casse client et le client, il n'est pas content. Et puis en plus, potentiellement, il retourne sur le site et il voit que la paire, elle est encore en ligne parce que le stock, il n'a toujours pas été mis à jour. Donc, il ne comprend pas. Donc, il repasse commande et c'est re-annulé. Enfin, voilà. Ça, c'est des choses qu'on aimerait. La justesse des stocks. Et il y a un vrai sujet sur le client, sur son impatience à recevoir le colis. Mais ça qui n'est pas lié à l'omnicanalité, qui est lié... au standard qu'Amazon a mis, où on cherche toujours à améliorer, à donner une meilleure visibilité sur où est le colis et sur les temps de préparation, etc. Sur tout le post-achat, on travaille avec ShipUp qui nous aide sur tout le suivi de colis et qui fonctionne plutôt très bien. Ça nous a aidé à réduire ce qu'on appelle les WISMO, des Where is my order, auprès du service client. Sur toute la partie avant expédition, on doit encore un peu travailler, notamment quand c'est préparé à l'entrepôt. Nos magasins préparent très vite, donc ça va bien, c'est super rapide. Et puis tu vois, on a encore amélioré dernièrement la remise des colis en magasin, donc sur le process click and collect. Maintenant on demande un code de vérification parce qu'il y avait des gens qui subtilisaient les paires. Ou alors on demandait les cartes d'identité et puis on a un client qui s'est plaint parce qu'il ne fallait pas demander les cartes d'identité. En Belgique, tu n'as pas le droit de demander la carte d'identité du client pour vérifier son identité pour lui remettre son colis. Ok. Voilà. Les joies des particularités régionales. Exactement. Et de l'aspect procédurier de certains clients. Oui. Ok. Identifier le client. Ouais. Donc pas par sa carte d'identité, ça nous fait une super passerelle pour aller parler de fidélité et de MyCourir. Tu m'as dit tout à l'heure au début de l'entretien que vous aviez 10 millions de clients en base, c'est-à-dire qu'ils ont commandé en ligne forcément, pour une partie d'entre eux parce que c'est facile d'en baser à ce moment-là. En magasin, c'est moins évident. En magasin, c'est moins évident. Effectivement, en ligne, c'est assez facile. On a 80% de nos clients qui sont identifiés parce qu'on a 20% de guest checkout. C'est énorme. Tu m'as dit quoi ? 18% en ligne sur 800 millions, donc ça fait 75 millions. Sur les 75 millions, tu en as 20% des commandes, en tout cas, qui le font en guest. Alors, je rappelle que le 18%, c'est pas simplement... Par exemple, la commande web en magasin, elle rentre aussi dans ces 18%. Compris. Ok, pardon. Et c'est 5% du chiffre d'un magasin à peu près, la commande web en magasin. Ouais, il y en a encore beaucoup qui font du guest checkout. Mais bon, 80%, c'est déjà, super. C'est déjà bien. Et en magasin, moi, quand je suis arrivée chez Courir, on a ce programme MyCourir qui est présent en France depuis très longtemps et qui est un programme payant, qui est un programme 100% payant. Donc, tu n'étais embasé que si tu as acheté la carte MyCourir, qui coûte 9 € et qui te permet d'avoir des super avantages. Mais c'est 9 € à vie, c'est ça ?
En France, c'est 9 € à vie. En France. En France. À l'Inter, on l'a décliné un petit peu de façon différente. Et on avait grosso modo 54% de notre chiffre en magasin qui était lié à une carte de fidélité et donc qui était identifié. Ce qui est déjà bien avec un programme payant. Alors il était à 7, après il est passé à 9. Mais voilà, aujourd'hui c'est 9 depuis 2021. Quel est l'incentive à l'acheter ? L'incentive à l'acheter, c'est que 1 € égale 1 point et que tu peux aller jusqu'à 600 points et 600 points égale 40% de remise sur 3 paires. 3 fois par an. Ok. C'est le programme de feed sur la sneakers le plus généreux le plus généreux du marché. Et puis, tu as des paliers avant. 200 points égale 10%, 400 points égale moins 25%. Et tu me disais donc que 50%, quand tu découvres, enfin quand tu arrives, 54% des achats sont identifiés. Ouais. Et moi, je suis passée chez Tom quelques années auparavant. Et chez Tom, on avait 90% de nos tickets qui étaient liés à un client. Tom, tu l'as dit en intro, hein, mais je le rappelle, c'est un groupe de Jo avec Histoire d'Or, Marc Orient, Trésor, c'est ça ? Exactement. Et le gros incentive chez Tom, enfin chez Histoire d'Or, Marc Orient, Trésor, c'était d'avoir le certificat d'authenticité de ton bijou. Comme ça, tu le retrouvais si tu le perdais, si tu te faisais cambrioler. Mais il y a peut-être aussi un cérémonial qu'on a quand on achète un bijou qu'on n'a pas quand on achète une Air Force One. Oui, tout à fait. Oui, aussi. Parce que c'est pour un cadeau, souvent, ou pas. Mais tu restes quand même sur de la vente assistée. Comme chez Courir. Chez Courir, tu peux pas te servir et repartir. T'es forcément en interaction avec un vendeur. Et moi, j'étais sur ce 90% qui, en tant que... alors, quand j'étais chez Tom, j'étais responsable CRM. C'est un kiff total d'avoir 90% de ta base de tes ventes identifiées. Donc moi, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Je peux pas rester à 54%. Je suis frustrée. C'est-à-dire que j'ai 46% de mes tickets. Je ne sais pas qui c'est. Si ça se trouve, j'ai des clients méga fidèles là-dedans qui sont juste pas prêts à dépenser 9 € parce que leur psychologie est telle que mettre 9 € dans un programme de feed, même s'ils pourraient avoir 40% 3 fois par an, ils veulent pas 9 €. Mais pourquoi elle est payante ? Parce que pour financer 40% sur 3 paires jusqu'à 3 fois par an, il faut amortir le programme. Ok. Parce qu'on ne marche pas non plus comme un bijoutier fabricant. On est revendeur. Donc, on n'a pas non plus les mêmes marges qu'un Nike ou qu'un Adidas. Et donc, le principe, c'était de se dire, de toute façon, j'arriverai jamais à vendre ma carte à 9 € à 90% des gens. Donc, il faut que je crée un programme gratuit. Donc, on a développé MyCourir avec 2 programmes, MyCourir Plus et MyCourir Start. MyCourir Plus qui reste la base payante et MyCourir Start que tu as simplement en créant une simple fiche et donc avec des niveaux différenciés d'avantages. Davantage. MyCourir Start, tu as un bon de bienvenue, tu as un bon pour ton anniversaire qui sont moindres que sur le MyCourir Plus et puis tu as accès aux ventes privées et tu as 30 jours au lieu de 15 pour changer d'avis. Les clients qui ne sont pas en basé n'ont que 15 jours pour retourner leurs achats. Ceux qui sont en basé ont 30 jours. Et MyCourir Plus, tu as tout le système de cagnotte. Et on a aussi développé la façon de gagner, de earner et de burner tes points. Par exemple, aujourd'hui, tu peux burner tes points pour avoir la livraison gratuite. Tu peux burner tes points pour faire des dons à des associations, notamment Ruban Rose pendant la période du mois d'octobre. On va sûrement redupliquer ça à Noël. Et tu peux gagner des points en choisissant, par exemple, la livraison à domicile, en magasin, alors que ta livraison à domicile était offerte. Parce que écologiquement, ça a du sens. Ça a du sens de te faire livrer en magasin. Oui, et puis c'est bien d'emmener quelqu'un en boutique. C'est bien d'emmener quelqu'un en boutique. Ouais, et puis moi, ça me coûte moins cher aussi de livrer en boutique que de livrer à domicile. T'inscris des gens dans ta famille, parce que moi, j'ai un sujet aussi d'identification de qui est le destinataire de la sneakers, pour comprendre, qui te permet aussi de gagner des points si tu constitues ta famille sur ton espace web. Et ce programme, on avait aussi très envie de le déployer à l'international, parce que c'est un vrai élément de différenciation vis-à-vis de nos concurrents. Et on a dû pour ça changer tout notre stack CRM et on a fait un gros move il y a 2 ans maintenant. Enfin, ça fait 1 an et demi que le nouveau programme est déployé, mais bien sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est quelques mois de projet auparavant. On a changé toute notre stack CRM. On a mis en place une CDP,
avec Imagino. On a pris Imagino Campaign sur la partie marketing automation. On a pris Salesforce Loyalty Management comme moteur de fidélité. Et on a aussi mis un data lake sous GCP, Google Cloud Platform. Et avec tout ça, maintenant, on pouvait déployer notre programme à l'international et en faire une version un petit peu différente. Et on n'a pas voulu redéployer le 9 € et le moins 40%. On n'a pas surtout voulu déployer le moins 40% à l'inter, parce que pour avoir ce moins 40%, il te faut un droit d'entrée payant à 9 € et que par exemple en Espagne, un programme à 9 €, ça serait jamais passé. Culturellement, j'allais te demander les différences culturelles et culturellement, mettre 9 € dans un programme de feed, c'est pas entendable chez les Espagnols. Donc il fallait qu'on fasse moins. Donc on a mis 5 €. On a arrêté le plafond de remise à moins 25%. Donc 400 points égale moins 25 sur 3 paires jusqu'à 3 fois par an. Et on teste un système de renouvellement. Donc là, il va falloir racheter la carte tous les 2 ans à 5 €, comme ta carte Fnac. Donc on n'a pas encore fait le premier cycle de renouvellement. Ça sera au printemps. Non, mais c'est intéressant de voir les différences que vous avez mises en place, qui sont culturelles, qui sont d'usage. Mais tu n'as pas encore fini le premier cycle. C'est 2 ans, hein, c'est 2 ans. Tous les 2 ans. Les premiers, ce sera en juin. Ok. Et il y a combien de boutiques en Espagne? Il y en a 70 à l'international, si j'ai pas de bêtises. On doit être à entre 25 et 30. Ok. Et ça marche. Et en Belgique surtout, et ça marche très, très. Les Belges, ils recrutent un truc de malade. Ils recrutent très, 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 très bien. Sur la feed, sur MyCourir. Sur MyCourir et sur MyCourir Plus. Mais en France, tu peux donc déjà tirer des enseignements de ces évolutions. Ouais. Ah bah, moi, ma target... Donc tu partais de 54. Hein. 54. Moi, ma target, quand je suis allée les voir et que j'ai fait le tour, pour le coup, là, on a fait le tour de toutes les directions régionales pour aller présenter le nouveau programme. Je leur ai dit, moi, votre but, c'est d'arriver à 75% d'identification avec le MyCourir Start. Aujourd'hui, on a des régions qui sont à 72. Donc, t'en es pas loin. Après 1 an et demi, c'est ça? Après 1 an et demi. Ok. Et j'ai des régions qui sont encore un peu plus lentes, typiquement en région parisienne. De base, on sait que c'est plus compliqué. Le nord sont très forts. Le sud, la région sud, explose tous les records en termes d'identification. Sans frauder, je précise, parce qu'on sait aussi que les collaborateurs, ils sont très forts pour créer des fiches, etc. Et en région parisienne, c'est un petit peu plus compliqué. On est à 60. Alors là aussi, il a fallu faire du change, j'imagine, gestion du changement, en interne. Tu m'as parlé des avantages pour le client. Quels sont les incentives pour le vendeur? Alors typiquement, quand on a relancé le programme, on a fait tout un challenge à la rentrée des classes. Nous, on a relancé le programme au mois de juin. La rentrée des classes, Back to School, c'est un temps très très fort chez Courir parce que tu rééquipes toute la famille. Et on a fait un challenge à cette période-là, avec en plus doublé par une OP pour les clients, où si tu prenais la carte ou si tu achetais sur cette période-là deux paires ou plus, tu doublais tes points. Et avec un challenge vendeur qui était en plus un challenge individuel. C'est-à-dire qu'on récompensait les gens individuellement et non pas forcément au magasin. C'était la première fois? Ils ne l'avaient pas fait depuis très longtemps. Ok. Et ça a super bien marché. Alors, on avait un challenge magasin, mais on avait surtout le challenge vendeur individuel. Ouais. Et comment tu t'assures de la véracité des informations que le... Eh ben, alors, on avait tout un système de contrôle. Tu peux pas créer plusieurs... Alors, sur tout ce qui était adresse email, on faisait du picking pour vérifier si elles étaient correctement écrites. Le programme payant. En fait, tu avais... le challenge vendeur, il était sur le programme payant. Oui, donc, en fait, c'était quand même plus de vérification. Ouais, c'était sur la vente du programme payant. Et le challenge magasin était sur le taux d'identification, ce qu'on appelle le taux d'identification. Donc, tes MyCourir Plus et tes MyCourir Start. Donc, ce fameux 75% à viser. On vérifiait s'il n'y avait pas trop de tickets qui passaient sur les mêmes fiches, parce que souvent, il y a ça. Je passe toutes les tickets sur une fiche unique. Donc, ça, tout ce qui était fiche qui avait plus de 2 tickets par jour, ça marchait, n'était pas comptabilisé, etc. Donc, ça demande beaucoup de contrôle, mais c'est un programme c'est un challenge qui a super bien marché et qui a vraiment été très plébiscité par les équipes. C'était très chouette. Et puis on avait fait, on a fait une convention pour les magasins tous les 2 ans. Et c'était une année où il y avait une convention, donc on a refait la remise des prix
pour les régions. Valoriser, récompenser, exactement, très bien. Ouais. Tu as un enjeu de démat aussi sur la fidélité depuis pas mal d'années maintenant. Quel partenaire vous avez choisi ? Captain Wallet, avec qui on travaille depuis... ils étaient déjà en place quand moi je suis arrivée. Ils ont été mis en place un peu avant le Covid. Moi, j'avais déjà travaillé avec eux. C'est un super outil, le wallet. Déjà, ça évite de produire des cartes. Et des cartes... Alors maintenant, on fait des cartes remplies. Non, plus personne n'en veut. Et moi, en plus, nous, chez Courir, on a un vrai sujet. Comme on est sur de la vente assistée, t'attends pour essayer ta paire, et puis après, tu refais la queue pour payer. C'est long. Ça peut être long, surtout un samedi de Black Friday à 17h, tu vois, ça peut être très long. Et puis, je leur demande d'embaser. Et puis, quand tu embases, t'as du bruit en magasin, parce que il est samedi 17h, donc t'as la musique, t'as plein de monde, etc. Donc, t'as ton comptoir, t'as ton truc, et là, on te dit, Volji, votre email, graziella.kefr. Et alors là, tu peux être sûr que il va te manquer un E, il va te manquer un F. Enfin, tu vois, en termes de saisie, etc., c'est long. Donc, moi, j'avais toujours eu très envie que le client soit autonome dans sa création de fiches clients. Et puis, d'un point de vue RGPD, c'est nickel en plus, parce que c'est lui qui... Donc, on a mis des QR codes partout dans le magasin, autour, sur les badges vendeurs, sur des toiles, sur des cache-bornes. Tu scannes le QR code, tu arrives sur un formulaire, tu rentres ton adresse email, je te connais. Tu as ta carte qui va être directement récupérée et installée dans ton wallet. Je ne te connais pas, tu arrives sur un formulaire, tu remplis, comme tu es sur ton mobile, tu es en autocomplétion, tu vois, ça se remplit automatiquement. Hop, tu valides, et là, directement, ça te crée non seulement ta carte, avec ta carte, mais en plus aussi ta fiche en caisse sur notre système de caisse qui est CJY2. Et donc, l'association avec l'achat que j'étais en train de faire. Et donc, tu arrives avec ta carte, ça te génère ton code Y2. Et quand tu arrives en caisse, on scanne ta carte qui est sur ton mobile directement. Donc, tu n'as plus à donner tes informations. Elles ont été saisies par toi directement. Et ton hôtesse de caisse, elle n'a pas besoin de saisir tes informations. Donc, le process de vente va beaucoup plus vite. Et ça, tu vois, on a encore gagné 35% de wallet cette année. Enfin, de walletisé. Et aujourd'hui, on est à 600 000 clients walletisés. 600 000 clients walletisés sur les 10 000 que vous avez en base. Les 10 millions. Les 10 millions. Ce serait. Ok, compris. Et là, la dernière fois, je leur demandais le chiffre sur les actifs. Parce que sur les 10 millions, j'ai pas 10 millions d'actifs. Écoute, c'est passionnant, le temps file. Je voulais parler encore un tout petit peu de... Le SAV, pas forcément, mais l'international, ça peut être intéressant. J'aimerais comprendre peut-être les adaptations de CX, de Customer Experience, que tu as dû mener. Donc, on a parlé de la feed là pour l'Espagne, par exemple. Mais dans l'expérience en magasin, ce que tu remarques sur certains marchés et qu'il est important de connaître ou que tu aurais aimé connaître avant de le... Alors, on a pris le parti de déployer une expérience qui est très, très similaire, quels que soient les pays. On arrive avec notre nom, Courir, notre concept de magasin, nos rituels de vente. Donc, l'expérience est quand même très, très similaire que tu ailles d'un endroit ou un autre. Donc ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. Mais est-ce que ça a créé des irritants sur certains marchés où on réagit différemment Alors, d'un point de vue pure expérience consommateur, non. Tu vois, tout ce qui est click and... Enfin, toute l'omnicanalité, on l'a déployé sur tous les pays. Et hormis les logiques d'orchestration différentes, parce que pour optimiser les coûts et optimiser aussi le temps de livraison, parce que expédier d'Espagne à Espagne, c'est forcément plus rapide que de faire France-Espagne. Tout se fait de façon très claire. Après, en revanche, en termes de change et de communication, c'est pas exactement pareil. Manager des équipes françaises et manager des équipes néerlandaises, c'est pas pareil. L'Italie, c'est à peu près pareil. L'Espagne, c'est à peu près pareil. Les Pays-Bas, c'est une vraie culture différente. Enfin, le turnover est différent. Le change, les emmener sur des process, c'est plus compliqué, etc. Après, du coup, on décide de déployer nos services un par un. En tout cas sur les Pays-Bas. Pour les installer, pour que ça marche, avant de pour que ça marche. Suivant, parce que justement, ce que tu disais, nos collaborateurs aujourd'hui, c'est pas des simples vendeurs. Ils sont logisticiens, ils sont merchandisers, ils sont vendeurs de cartes de feed.
Donc, pour réussir à les onboarder, on a décidé de le faire petit à petit. Par exemple, là, sur l'Italie, on se dit qu'on aurait pu tout faire d'un coup. Parce que ça a l'air de fonctionner très bien sur les 4 magasins qu'on a. Et donc, on va très vite déployer la fidélité et y aller. Et ce change et cette formation, ils sont gérés depuis la France? Vous avez des équipes locales? Alors, de plus en plus, tout est centralisé. Maintenant, on a de plus en plus des équipes encadrantes, au niveau commercial, qui sont... on structure là le réseau, si tu veux, aux Pays-Bas, avec des directeurs régionaux, des DV, des directeurs de zone, etc. On renforce cet encadrement-là pour que ce soit pour qu'il soit de plus en plus challengé et accompagné. Ok, compris. Ça nous fait déjà un beau tour de piste. On s'est parlé longtemps, c'est très cool. J'aurai encore plein de questions, mais peut-être qu'on va se garder ça pour un catch-up. Si je te demande tes 3 principaux enjeux pour 2026, qui commencent dans quelques semaines à peine. Développer l'omnicanalité de mes clients. Donc, s'assurer qu'un client web soit aussi un client magasin et qu'un client magasin soit aussi un client web. Donc, on parlera CRM en 2026. Ouais, mais ça, on arrive à l'identifier, mais réussir à faire changer et d'augmenter ce taux de nourriture dont on parlait un peu plus tôt. On va... alors, je vais parler uniquement de ma chapelle. Moi, j'ai des enjeux de service client, d'aller emmener ce service client toujours plus loin et être sûr que le client soit de plus en plus autonome. Et je pense que sur les questions de service client, l'IA a commencé déjà à faire beaucoup de choses et le conseiller augmenté est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler. Et moi, je vais chercher à équiper mes agents, du maximum d'outils pour qu'ils puissent traiter plus vite, mieux, de façon plus en adéquation avec le ton qu'on veut avoir, qui répondent aussi bien à mes clients qu'à mes magasins. Donc moi, c'est un de mes gros enjeux sur 2026. Et toujours augmenter la fréquence et le réachat de mes clients. Mon expérience client, il est là, mon nerf de la guerre. C'est d'être sûr que le client revienne d'une année sur l'autre et augmente ses dépenses chez nous, mais de façon raisonnée et responsable. C'était un beau mot de la fin. Graziella, merci infiniment. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Félicitations pour ce premier podcast. Tu t'en sors mieux que moi. C'est formidable. Graziella Kaufer, Grazie2LA comme Graziella et Kaufer, KAEU2FER sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Courir.com pour aller voir tout ce dont on s'est parlé depuis 1 heure. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire, vous abonner sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, là où vous m'écoutez, vous nous écoutez, vous nous regardez, pour ne rater aucun prochain épisode. Et inscrivez-vous aussi sur lepanier.io à la newsletter pour avoir les news des épisodes qui sortent, des événements qu'on organise. Il y en aura de plus en plus. Et ne rien rater. Merci à vous toutes et tous. Merci à toi. À bientôt. Et à bientôt.